Bonjour. Une nouvelle semaine s'est ouverte hier lundi à la COP26 de Glasgow. Elle interpelle la planète tout entière. Une semaine, la dernière, qui devra mettre un point final aux négociations officielles de ce sommet de l'ONU pour le climat. La première semaine a surtout été marquée par un florilège de nouvelles initiatives et de coalitions ambitieuses, sans doute comme jamais auparavant. Mais ces annonces ont leur lot d'imprécisions et ne sont pas contraignantes juridiquement. Pas suffisant donc pour déterminer la réussite de l'événement. Tout l'enjeu alors de ces derniers jours à Glasgow sera de traduire ces engagements dans la décision finale de la COP26, et ce n'est pas gagné. À Glasgow, la première semaine de la COP s'est traduite par une avalanche d'annonces ambitieuses de la part de chefs d'État et d'acteurs privés. Comme jamais, de plus en plus médiatisés, ces sommets de l'ONU sur le climat sont devenus des moments privilégiés pour clamer de nouvelles promesses de réduction d'émissions et nouer de nouvelles coalitions. Et à Glasgow, ce fut la première fois, dit-on, depuis la COP22 de Marrakech, qu'il y a eu autant de chefs d'État et de gouvernement à venir en début de COP, et surtout en y restant longtemps, souvent 48 heures. Juste avant que cette COP26 ne démarre, le programme des Nations Unies pour l'environnement pointait le manque d'ambition des engagements pris par les pays pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mises bout à bout, ces promesses nous mettaient sur une trajectoire de plus 2,7 degrés à la fin du siècle, et jeudi dernier, l'Agence internationale de l'énergie a repris le calcul en intégrant les nouvelles promesses formulée à Glasgow, estimant à plus 1,8 la trajectoire sur laquelle elle nous mène désormais. C'est la première fois que des gouvernements proposent des objectifs suffisamment ambitieux pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous des 2 degrés. Faut-il encore que ces promesses soient tenues? Ces initiatives et coalitions ne contraignent pas juridiquement les pays qui les lancent. Ce sont des objectifs qui se donnent. Il n'y a pas d'obligation de résultat, pas de système de pénalité s'ils ne les remplissent pas. Et bien souvent aussi, le diable se cache dans le détail de ces annonces clinquantes. Ainsi, lorsque ces 450 grandes institutions financières pesant 130 000 milliards de dollars d'actifs, s'engage à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, cela ne veut pas dire qu'elle compte arrêter de financer des projets d'énergie fossile. Le risque est qu'on s'arrête à celle-ci pour décréter la réussite de ces 15 jours. Et c'est tout l'enjeu de cette deuxième semaine qui s'est ouverte à Glasgow. Traduire concrètement ces nouveaux engagements dans les négociations officielles, notamment la décision finale de la COP26. Ces négociations techniques ont déjà commencé en première semaine, menées par les délégations diplomatiques dans l'ombre des discours à la tribune des chefs d'État. Elles se poursuivent à un plus haut niveau politique avec l'entrée en piste, hier, des ministres qui arbitreront politiquement les points de désaccord restants. Tout l'espoir alors est que ces annonces éparses sur l'adaptation où les pertes et dommages bougent peu à peu les lignes et se retrouvent d'une façon ou d'une autre dans les décisions finales de cette COP26. Ça ne sera pas facile. La question des énergies fossiles permet de s'en faire une idée. Avec ces coalitions annoncées en première semaine pour sortir plus rapidement du charbon ou cesser de financer des projets fossiles, on peut espérer que ces énergies soient mentionnées dans la décision finale de la COP26. Au moins que les pays les reconnaissent comme la principale source d'émissions, ce qui serait un premier pas. Dans le premier brouillon de cette décision finale, publié dimanche, c'était raté. Les fossiles y étaient largement occultés. On peut se dire, après tout, qu'on n'est que mardi aujourd'hui.